Bon, je pense qu'ils y sont sensibles, mais peuvent-ils faire quelque chose et quel remède comptent-ils y apporter? Il faudra avoir leur réponse. Ce cas des Amérindiens, surtout des adolescents amérindiens, des jeunes en âge de scolarité, lycée, je pense qu'elle interpelle la communauté éducative. Non, malheureusement, je ne pense pas. Tout simplement parce que les Amérindiens, ça intéresse personne. Je pense que certains s'en préoccupent et d'autres absolument pas. Après, tout dépend de qui détient vraiment le pouvoir et des personnalités qui sont élues. Je suis pas en Guyane depuis assez longtemps pour dire, mais j'espère profondément qu'ils s'en préoccupent. Je suis très sensible à ça et je pense que il aurait valu que les élus les écoutent, prennent en charge les parents, les familles, pour savoir pour quelles raisons ces jeunes se suicident comme ça. Oui, c'est des êtres humains comme les autres, hein. C'est tout à fait normal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, le suicide chez les Amérindiens de Guyane. On en parle avec un peu plus de profondeur peut-être, en tout cas un jeune sur le plateau du Focus, pour savoir ce qui se passe dans la tête de ces mêmes jeunes qui se suicident justement. Ange, Aoulagea Ange, étudiant en deuxième année de droit, sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous avez 22 ans. On va, à travers vous, essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de certains jeunes Amérindiens. L'historien Eugène Epaillé est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On a eu, il faut le dire, beaucoup de difficultés à trouver quelques invités, des jeunes Amérindiens pour nous en parler, même des anciens sur le plateau du Focus Info. Beaucoup de désistements, ce qui prouve la difficulté de parler de ce sujet. L'heure est grave, trop de jeunes Amérindiens se suicident. Personne n'en parle vraiment, comme une sorte d'omerta. Pourquoi, d'après vous, Eugène Epaillé, pourquoi cette difficulté, ne serait-ce qu'à en parler avec les Amérindiens eux-mêmes? Je pense qu'il y a, c'est plus un problème culturel aujourd'hui, parce que les Amérindiens sont aussi modernes que moi-même. Je pense qu'il y a un problème certainement de pression sociale qui s'exerce sur certains, je dirais, pseudo-leaders amérindiens qui sont membres d'un système qu'ils ont mis en place, dans lequel ils tournent, ils vivent et duquel ils vivent parfois confortablement. Donc ils ne peuvent pas aujourd'hui dénoncer un système qui a abandonné la jeunesse et puis eux-mêmes profiter de ce même système qui a été mis en place. Donc à mon avis, ils ont, comme on dit vulgairement, le cul assis entre deux chaises. Donc ils préfèrent laisser les jeunes se débrouiller avec leurs problèmes et puis eux, ils continuent à vivre de leur rente et ils nous laissent parler à leur place et à la place des jeunes qui aujourd'hui devraient être là, mais probablement sur lesquels on met une pression psychologique qui fait qu'ils préfèrent désister et puis finalement continuer à faire fonctionner une société qui va à volo. Restons justement sur ce mot pression sociale, on en parle souvent, ça ne peut pas être que ça. Aoulagea, expliquez-nous un petit peu, effectivement, pression sociale, quoi d'autre? Ça ne peut pas être que ça. Quoi d'autre? Eh bien, déjà, les jeunes qui arrivent en ville découvrent une nouvelle pression sociale, premièrement, mais surtout culturelle. Parce que ils sont dans leur village, ils arrivent en ville, ils découvrent d'autres centres d'intérêt des jeunes eux-mêmes. Ils s'y confrontent, ils essaient de les assimiler rapidement. Certains dans des secteurs assez dangereux comme l'alcool, la drogue. Et ils sont en manque ils ne sont pas assez entourés, ils ne sont pas assez suivis. Il n'y a pas de centre d'accueil pour les jeunes du fleuve en Guyane, ce qui est assez dommage, vu que les jeunes du bassin de l'Oyapock et du Haut-Maroni en ont besoin. Ils arrivent en ville, à Kourou, à Cayenne. Ils sont répartis la plupart du temps dans des familles d'accueil, s'ils en trouvent, bien sûr. Des familles d'accueil qui ne sont pas adaptées pour les recevoir. Comme la plupart ne savent pas comment leur parler, ne connaissent pas leur mode de vie. Donc, ils sont à l'endroit où ils sont censés être hébergés, ils sont déjà un peu cloisonnés. Donc, voilà.
Vous, c'est toutes ces petites choses-là, ça. C'est des petits détails, c'est un ensemble, c'est un ensemble de choses aberrantes qui créent un problème. Mais pas un seul problème. Il y a bien sûr le suicide des jeunes, il y a l'échec scolaire. Et par rapport à ça, il faudrait prendre en compte le mode de vie des Amérindiens, parce que lorsque vous parlez des Amérindiens, mais il y a aussi les autres qui viennent dans la ville, dans la cité, dans le côté urbain, si j'entends ce que vous dites, à Cayenne par exemple, chef-lieu, ou à Kourou, ou d'autres communes ou villes comme celle-là. Pourquoi il faudrait prendre en compte plus les Amérindiens que les autres? Parce que d'après ce que vous dites, c'est ce que j'entends. Vous trouvez qu'il n'y a pas de centre d'accueil pour eux. Ça veut dire qu'il faudrait une considération différente pour les Amérindiens? Évidemment, la population de l'intérieur a des spécificités uniques comparé à ce littoral. Le littoral sont habitués à côtoyer les médias. Ils sont habitués tout simplement à vivre dans une société plus occidentale. Il faut bien comprendre que le jeune qui arrive de Trois-Sceaux, qui vient à Cayenne, la plupart du temps pour la première fois, vu que maintenant il y a une école primaire à Camopi, la plupart du temps après ils suivent à Saint-Georges, mais la ville, la capitale, il la découvre vraiment problème d'adaptation à l'âge de l'adolescence où il y a plusieurs enjeux qui se dessinent dans leur vie. Ils ont du mal à s'y retrouver. Ils partent de plus loin. Donc c'est normal qu'on leur donne plus de moyens. Eugène Epailly, voilà un jeune de 22 ans qui s'exprime. Qu'est-ce que vous l'entendez comment ce message-là, ce discours-là? Non, bon, c'est un jeune. Il parle un peu, il prêche un peu pour sa paroisse. Je dirais que c'est un discours que j'entends depuis souvent. J'ai 57 ans, que j'entends depuis le temps, depuis 50 ans, ouais. Depuis 50 ans ce qui prouve que rien ne change. Oui, mais j'aurais bien aimé avoir le regard de l'historien justement sur ça. Rien ne change, c'est plutôt les mentalités qui sont difficiles la société a changé, les Amérindiens. Bon, je ne parle pas de ceux du fleuve, j'en parlerai tout à l'heure parce que ce sont des cas bien à part. Mais ceux du littoral, les Amérindiens, et puis d'ailleurs ce terme-là m'agace, quoi, Amérindien, je sais pas, les Guyanais, je dirais les Guyanais d'Awala, sont des gens comme moi-même ou presque. Je ne vais pas nommer des gens, mais bon, si je vais les nommer, je les connais. Les Tchouka, les Thérèse, qu'est-ce qu'il y a encore, l'ancienne maire d'Awala qui est le filleul de ma sœur Monique et qui, enfin bon bref, ce sont des gens quand même qui sont quand même des Guyanais à part entière, quoi. Et je ne sais pas pourquoi il y a ce discours qui est castrateur à chaque fois, qui est récessif et qui va à chaque fois qu'on repart dans les méandres de la néo-naissance ou la naissance récente des Amérindiens face à la civilisation. C'est terminé, ça. Je suis désolé, j'ai été jeune. Hein. Oui. Et pour moi, c'est terminé sur de vieux discours, pour moi, européens, qui veulent que l'Amérindien, c'est toujours le bon sauvage, qui est victime de la civilisation. Je crois qu'on nous a empêchés pendant des années à aller dans le sud de la Guyane. Et pendant ce temps-là, les Amérindiens du sud de la Guyane venaient à Cayenne régulièrement faire leurs courses. Et ceux du Maroni, avec André Cognac, que je voyais souvent, venaient sur le littoral. Et puis, je vais revenir plus tard aussi là-dessus. On n'a jamais empêché les ethnologues de tout poil, de tout grain, à vivre parmi les Amérindiens sur le Maroni, sur le Yapoc. On en reparle tout à l'heure parce que j'ai des choses à dire. C'est un autre problème, mais ce sont des gens qui ont véhiculé un certain nombre de notions et de valeurs dont on parlera tout à l'heure, que j'ai retrouvé à Trois-Sceaux, sous la forme d'une expression bien particulière adressée à des Noirs. Donc je peux vous dire que moi je suis pas prêt à rendre les Indiens plus innocents qu'ils ne le sont, parce qu'il y en a qui profitent très bien du système, et puis quand ça va pas, on est toujours en train de jouer aux victimes. Je parle pas pour toi, c'est pas pour les créoles aussi. Bien sûr. Le créole a toujours l'impression qu'il est dans un avion négrier. Il faut arrêter avec tout cela. Je crois que vous êtes comme moi-même, vous êtes des Guyanais comme moi-même, et donc il n'y a aucune différence entre mes enfants et alors toi, justement la question à Oulagea. Comment vous vous sentez? Bien sûr, vous êtes né en Guyane, donc vous ne vous sentez pas à part. Comment vous ressentez les choses?
Et puis une deuxième question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? On va voir selon le parcours que vous voulez faire. Comment vous vous sentez? Je me sens totalement guyanais, c'est évident par rapport à l'accent de nos anciens. Par exemple, de la FOAG et tout, grâce à certaines déclarations qui ont été faites, on se sent vraiment amérindien par rapport maintenant à différentes manifestations qui se sont mises en place, par exemple avec la région, avec les jeunes autochtones, où la population guyanaise commence à s'approprier notre culture, à la partager. Donc voilà. Est-ce que certains Amérindiens, c'est pour ça encore une fois, je ne parle pas pour vous, mais c'était intéressant d'avoir un jeune également, certains Amérindiens ne se mettent pas en retrait? Pourquoi certains Amérindiens parlent peu, s'expriment peu? D'où vient cette crainte de la parole que l'on perçoit? À chaque fois qu'on voudrait qu'ils s'expriment, il y a une sorte de crainte. Vous pouvez nous l'expliquer, vous, à 22 ans? De crainte, pas vraiment. On peut percevoir ça. Nous sommes de nature assez réservée. Donc voilà, nous n'allons pas aller aboyer dans toutes les basses-cours comme certaines personnes à chaque fois. Donc voilà, les organisations amérindiennes essaient de mettre des accents en place via diverses associations que les jeunes peuvent intégrer. Les jeunes peuvent les suivre, ces mouvements, apprendre, prendre de l'expérience et après prendre leur indépendance pour promouvoir eux-mêmes leur culture. Vous êtes, on va attendre Eugénie Paillet ensuite tout à l'heure, vous êtes jeune. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Finir mes études, trouver un travail, subvenir à mes besoins, comme tout jeune. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous trouvez un travail? Quoi, par exemple? Après ma licence, j'espère tenter le concours pour être administrateur territorial. Donc voilà, ça c'est le premier choix. Pour travailler où? À Ouala, par exemple? À Ouala ou dans la commune qui voudra bien m'accueillir, ici ou en métropole. L'idée de partir, de continuer ses études, d'aller faire autre chose hors de la Guyane pour avoir un regard différent? Évidemment, nous vivons dans un monde assez vaste maintenant. On a les moyens d'y accéder très rapidement. Donc déjà la métropole, mais il n'y a pas que la métropole. Il faut aussi voir le Brésil, comment les organisations amérindiennes déjà là-bas travaillent. Je pense que quand un jeune Guyanais pense à partir, il pense trop facilement à la métropole, en croyant que c'est la Terre Sainte, alors qu'il y a d'autres modes de vie en Amérique latine, aux États-Unis, en Amérique du Nord, vers le Canada. Il y a vraiment des visions différentes. Il y a vraiment des visions à acquérir. Et ils font des schémas d'aménagement assez exceptionnels dans certains pays. Il faut aller voir ça. Il ne faut pas juste penser à aller en métropole et basta. À la limite, tant mieux d'avoir cette vision-là, cette façon de penser. Attention, on n'a pas perdu le fil du focus. Le suicide chez les Amérindiens de Guyane, vous verrez, il y aura d'autres questions qui nous ramènent justement sur ça. On essaie de bien comprendre pourquoi tout ça. Eugénie Paillet, comment ça se passe ailleurs, peut-être Brésil, Canada, aux États-Unis? Vous savez ou pas? Oui, évidemment. Ouais. Et puis bon, je voudrais dire. Mais vous pouvez lui répondre aussi. Hein. Oui, je voudrais dire à mon compatriote que j'ai aussi des ancêtres amérindiens. Et quand je le regarde, je vois qu'il est fortement métissé. Donc il doit certainement avoir des ancêtres noirs. Ce qui ne serait pas étonnant pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs, enfin d'entre vous, parce que bon, encore une fois, là, il ne faut pas voir la vie humaine. La vie humaine, ce sont des séquences humaines qui se succèdent. Et lorsqu'on voit aujourd'hui jour J quelqu'un, c'est parce que la personne ressemble à un Amérindien à 100%, qu'il n'a pas d'ancêtre noir, de la même manière que moi, qui suis métissé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ancêtre amérindien. Donc nous avons des ancêtres communs. Quelqu'un avait même repéré d'ailleurs la forme de mon nez en disant que c'était un nez amérindien, il y a quelques années, il y a 30 ans, aux Archives de France. J'avais préféré rire à l'époque. Finalement, je me suis dit, tu rigoles, mais elle est peut-être, la raison n'est peut-être pas si conne que tu le crois sur le moment. Donc, au Brésil, bon, il y a la FUNAI qui fait un travail, je sais pas, c'est toujours pareil, c'est toujours ambigu. Je n'aime pas ces structures là qui sont toujours, ces superstructures qui sont en train de couver, de parrainer, parce qu'on ne sait jamais s'ils couvent, s'ils parrainent ou s'ils protègent réellement. C'est toujours parfois ambigu. Bon, la FUNAI est très présente aussi à Oiapoque. Ils sont très discrets, mais ils sont très présents. Je suis allé dans l'aldea de Mangakuripi
récemment, parce que je vous signale quand même que j'ai des voisins, soi-disant brésiliens à Rémire, oui. qui sont brésiliens de papier, mais qui sont amérindiens et qui tous les week-ends partent à Mangakulipi dans leur réserve amérindienne. Vous êtes vraiment au cœur même de notre. Voilà, oui. Donc c'est un sujet beaucoup plus ténu, complexe qu'on ne le croit. C'est pas une image et une opinion qu'on peut y mettre, mais il y a c'est vraiment par faisceau, et la Guyane c'est un pays de faisceaux. Hein. Et on va essayer ce soir dans le focus d'aborder un petit peu le sujet à travers nos deux invités. Les médias ne montrent pas assez la réussite des Amérindiens. C'est ce que vous me disiez lorsqu'on préparait l'émission, pour avoir une sorte de héros pour s'accrocher à quelque chose. Vous l'expliquiez aussi. Et ça peut expliquer des fois certains Amérindiens perdus, et d'où le suicide. Hein. On parle de ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein. Ce n'est pas que ça, vous le disiez. Oui, ben évidemment. Déjà, ça démarre par une politique communale qui, chaque maire, par exemple avec la mairie d'Awala, devra mettre en avant les jeunes qui réussissent dans leur propre commune. À Mana, avec le député Georges Passion qui pourrait mettre le village amérindien qui s'y trouve en avant aussi. Et à Kourou. Vous trouvez que les maires ne mettent pas assez en avant Vous savez, quand il y a des maires qui sont là depuis X temps, voilà, c'est la même politique d'année en année, et voilà, rien n'évolue. Pour vous, rien n'évolue. Bon, c'est intéressant d'entendre ça aujourd'hui. À quelques jours des municipales, y a-t-il chez les Amérindiens de la solidarité? Wayana, Palicourt, Kaligna, Emerillon. La question à Eugène. En tout cas, le fait qu'ils aient créé le jeu Kaligna, pour moi, c'est une imitation du Brésil, hein, parce que vous savez que chaque année au Brésil, dans le Xingu. En préparant cette émission, j'ai senti une petite crispation quand j'ai posé la question. Solidarité entre Amérindiens, pas si évident que ça. Solidarité? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un peuple amérindien qui sont supérieurs aux autres? Non, pas du tout, je pense pas. Moi, je me sens supérieur à personne d'autre. Non, très bien. Non, je ne parle pas de vous, personnellement. En tout cas, les leaders amérindiens sont souvent issus de la même, communauté ou du même secteur géographique, absolument. J'attends qu'il y ait un leader qui sort de Trois-Sceaux ou de Zidok, du Camopi. Le président de la FOEG, c'est bien quelqu'un de Trois-Sceaux, monsieur... j'ai oublié son nom. Je ne pourrais pas vous aider tout de suite. C'est un lapsus révélateur. Ça va me revenir, ça va me revenir. Le folklore, la culture, c'est bien, on parle effectivement de ces journées autochtones, mais la prise de conscience politique, même de la population, effectivement, autant de suicides chez les jeunes Amérindiens, je trouve quand même qu'il y a un manque de prise de conscience de la population, des politiques, un petit peu de tout le monde. Vous le ressentez comment, vous? Eh bien, justement, c'est par rapport à ça que depuis des années, ceux qui sont dans le mouvement amérindien sont battus, je pense. Certains sont peut-être égarés, je ne sais pas. Mais les différents chefs coutumiers d'Awala, de Yalimapo, de Kourou, de Mana, sont toujours, de Camopi, d'Antekompata, sont toujours battus pour que le mouvement avance. Peut-être doucement, vu que les politiques de l'époque étaient encore plus réfractaires qu'aujourd'hui, ils ont dû se battre pour faire entendre leur voix. Ça s'est fait petit à petit, c'est toujours en train de se faire. Donc voilà, moi je dis, il faut nous laisser du temps. On va, à nous, les jeunes, après, de prendre le relais de ceux qui ont commencé le mouvement et de réussir à vraiment faire partager la culture amérindienne à tout le monde, et que tout le monde se l'approprie, et que toute la Guyane ne fasse plus de scission entre les différentes communautés. Il y a bien sûr notre communauté, mais il y a d'autres communautés qui sont aussi dans le même cas, qui essaient de s'ouvrir. J'ai l'exemple des Mangues qui essaient de s'ouvrir. Les Noirs marrons, que la plupart côtoient les Amérindiens du Haut-Maroni, qui ont habituellement aussi les mêmes problématiques, mais on en parle un peu moins. Vous dites que rien ne change. Est-ce que vous votez? Ensuite, une conclusion avec Eugène. Évidemment, c'est... Vous votez? Oui. D'accord, très bien. Non, c'est important, parce que souvent on entend des jeunes dire rien ne change. Est-ce que la communauté vote? Oui, vous verrez dans les taux de participation, ils sont assez importants quand même. D'accord, voilà. Ok, non, c'est la question que je posais.
quand on dit que rien ne change, c'est bien aussi de voter. Une conclusion, Eugène Epayi, à travers tout ce qu'on a entendu, il a dit quand même beaucoup de choses. Vous, historiens, vous qui entendez des choses depuis des années, on va pas vous la faire. Oui, à chaque fois que je vous invite sur un plateau, vous avez un discours plutôt direct, plutôt franc par rapport à l'histoire, c'est l'histoire. Oui, parce que c'est quand même c'est un constat d'échec ce qui se passe sur le Maroni et sur le Yapok et sur le littoral. Parce que l'école de la République, quand même, est au cœur des villages amérindiens, je dirais, depuis 1946, avec l'installation des hauts amérindiens, notamment celui de Maripasoula, que j'ai vu. Oui, Saint-Georges aussi, Maripasoula, que j'ai bien suivi dans le cadre de ma thèse. Création des hauts amérindiens pour pouvoir recueillir, d'abord faire recueillir les orphelins, des orpailleurs saint-luciens. Et en même temps, on y a mis aussi des Amérindiens. Et donc, depuis 1946, et nous sommes en 2014, et on a l'impression que, c'est pas une impression, hein, je dirais pas que les discours, mais les discours analysant les situations, la problématique de ces régions-là de Guyane sont exactement les mêmes. Donc, il faut qu'on se pose la question. Comment l'État peut dépenser des millions d'euros pour implanter l'éducation nationale sur les fleuves, sur les rives de ces deux fleuves-là, avec autant d'enseignants payés à des milliers d'euros par mois, pour qu'on se rende compte que plus de 50 ans après, c'est l'échec total là, de la politique républicaine. Donc il y a un problème. À ce moment-là, pourquoi installer l'école sur les fleuves, sur la Maroni et sur le Yapok, et puis faire comme c'était autrefois, que chacun se débrouille, que ceux qui sont qu'on débrouille, et puis ceux qui sont les plus motivés viennent sur le littoral. Parce qu'il y a un argent extraordinaire, mais un budget faramineux qui est dépensé sur le fleuve, à payer des enseignants, à payer des inspecteurs, à payer des déplacements, et puis on se rend compte que finalement, en ayant un coût beaucoup moindre, on pourrait peut-être atteindre des résultats beaucoup plus élevés de manière qualitative. Je ne sais pas s'il veut réagir là-dessus, mais je reviens à ma première question. Vous, Eugène Epayi, comment vous expliquez, vous, le suicide chez les Amérindiens ? Alors moi, je vais vous expliquer, parce que personne n'en parle, hein, les Amérindiens ont peur d'en parler. Et on est là pour ça. Les représentants de l'État ont peur d'en parler, les journalistes sont montés sur les fleuves, ça a été la langue de bois. Je suis allé à Trois-Sauts, donc Trois-Sauts-Zidog, donc le sud de la Guyane, sur le Yapok, il y a à peu près 10 ou 15 ans, dans le cadre de reportages que je faisais pour le France Guyane. Et je remercie, entre parenthèses, la compagnie hélicoptère de France et Yves Pertin, qui m'a souvent emmené dans mon pays discrètement, sans autorisation préfectorale, entre parenthèses, parce que moi, il n'aurait pas été question que j'aille à la préfecture pour demander l'autorisation de visiter mon pays. Et j'ai eu donc l'occasion de voir l'évolution du village de Trois-Sauts. J'ai fait la connaissance de la famille Lasouka, dans Luc Lasouka, que tout le monde connaît. D'ailleurs, André Cogna, dans son livre J'ai décidé d'être amérindien, parle de la famille Lasouka déjà en 1967. Eh bien, j'ai rencontré Luc Lasouka il y a quelques mois, parce que Luc m'appelle toujours quand il vient en Guyane, à Cayenne, pour avoir de mes nouvelles. Généralement, il m'appelle quand il part. Donc, je l'engueule à chaque fois. Je dis, écoute-moi, quand tu pars, tu m'as... Allons-y. Ouais, donc, il faudrait mieux. Donc, Luc m'a dit, écoute, Eugène, la situation est tellement horrible sur le Haut-Yapok que j'ai dû déménager ma famille du village de Trois-Sauts. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que la drogue est arrivée au village. Il m'a dit, il m'a parlé de cannabis, il m'a parlé de cocaïne. Il m'a dit, les jeunes se droguent, les jeunes se saoulent, donc ils sont en permanence shootés. Donc il m'a dit, pour protéger mes enfants, j'ai créé un 4e village, parce qu'il y a Zidog, il y a Trois-Sauts, puis il y a un autre village plus haut. Donc il a créé un village pour protéger sa famille, pour ne pas que ses gosses soient sous l'influence de tous ces gens-là qui cultivent le cannabis, parce que les cannes de cannabis, comme tu le sais, se transportaient facilement. Ces drogues-là, qui emmène? Pourquoi ces jeunes-là ont ces drogues-là entre les mains? Premièrement, il faut aussi viser les orpailleurs qui introduisent diverses drogues sur le haut Maroni ou dans le bassin de l'Oyapock. Après, il faut les jeunes qui reviennent la plupart sans doute des villes avec certains stupéfiants qui les font partager sans doute dans leur village, et ce qui crée, pour une si petite population, crée vraiment un danger, mais au vu de tout le monde, en fait, tout le monde le voit. Et c'est ça qui est encore plus dramatique, c'est pas dans une ville de 300 000 habitants où il y a 20 jeunes dans le coin qui se droguent et personne ne voit rien. C'est dans un village, dans une commune où les jeunes
ne sont pas non plus 100 000, ce sont une cinquantaine de jeunes, donc on les voit. C'est normal qu'après que les parents qui découvrent ça, ce phénomène... Il n'y a pas un problème d'autorité là aussi. Je ne sais pas comment ça fonctionne concrètement, l'autorité parentale, maman, papa, dans un village. C'est vrai qu'à un moment, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les parents, la famille en général, les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père, ils doivent parler aux jeunes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? On laisse faire? Apparemment, si cela s'aggrave et perdure, il y a vraiment un manque de communication qu'il faut arranger. Ça, c'est une discussion que doivent avoir les chefs coutumiers de chaque village avec les parents. Mais vraiment une discussion. Le problème est vraiment profond. Pas une discussion, une réunion occasionnelle qui se déroule en blaguant et tout. Non, mais une raison, prise de conscience. Une réunion sérieuse qui évoque les problèmes, comme de tel jeune, de telle famille. C'est chaque famille qui doit régler chez eux le problème. Et via ça, c'est la communauté entière qui va se solidariser entre eux pour régler ce problème. Une vraie prise de conscience. Allez, une conclusion. Je voudrais désigner comme deux facteurs essentiels qui minent probablement la société amérindienne. C'est le facteur des ethnologues, des chercheurs. On a ouvert la Guyane, la société amérindienne, à une cohorte de chercheurs pendant plusieurs années de tout crin qui venaient étudier la société amérindienne. Alors celui-ci venait étudier la technologie de la société amérindienne. Celui-ci venait étudier, je ne sais trop quoi, quel inventaire comme sujet de recherche. Et on a laissé ces gens-là vivre parmi les Amérindiens. Et ces gens-là leur ont transmis aussi un mode de pensée, des mœurs aussi, pas toujours louables. Et donc ça, c'est un des facteurs déstabilisateurs je pense que M. Grenon, s'il avait été invité, aurait pu le dire ou Mme Lescure. Personnellement, j'ai rencontré une prétendue chercheuse sur le Haut-Maroni, sur le Yapoc, il y a quelques années, que j'avais vu d'ailleurs sur la plage de Montjoly quelques semaines auparavant. Alors moi, à ma grande surprise, en arrivant en hélicoptère, je m'attendais, je vous connais, je vous ai vu à Montjoly il y a 15 jours. Jusqu'à maintenant, j'attends toujours qu'elle vienne me répondre. Donc elle a pris la fuite et j'ai dit aux Amérindiens, excusez-moi, mais cette dame-là, elle ne fume pas. Ils m'ont regardé, ils ont souri en me disant, ouais, vous avez raison, j'ai écouté, j'ai tout compris. Autre facteur encore, c'est la présence des enseignants. On a recruté à un moment des enseignants de tout crin aussi, de tout poil, venant d'Europe, avec des entretiens faits à la va-vite, sous prétexte que le Baronnie avait besoin d'enseignants amérindiens, que le Yapoc aussi. Donc on a envoyé beaucoup de jeunes là-bas, souvent des jeunes parfois déstabilisés, déjà enfants déstabilisés en Guyane, découvrant le bon sauvage, l'amérindien le bon sauvage. Et donc ces jeunes-là se sont retrouvés au milieu des Amérindiens, au milieu des filles, des jeunes adolescentes. Certains se sont même mariés, d'après ce que je sais. D'autres ont eu en particulier des détournements de mineurs, parce que j'avais des dossiers que j'ai remis au procureur de la République il y a quelques années, qui sont visiblement restés sans suite. Enfin, quelqu'un qui parle à la télévision. Ouais. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc des dossiers que j'ai remis au procureur de la République, moi personnellement, disant voilà, j'ai 2 noms de personnes d'un village du Haut-Maroni. Je te demande, Claire, parce que c'était clair l'année, de faire ton travail. Voici les noms. Et je sais qu'il y a d'autres affaires aussi qui sont camouflées par l'administration que tu sais. Donc voilà, je fais mon boulot de Guyanais. Voilà, cette émission aurait pu s'appeler N'ayons pas peur des mots, mais elle s'appelle toujours Focus Info. Merci Eugène Epayi d'avoir été notre invité. Merci Aoula Guéa Ange d'avoir été aussi notre invité de ce Focus Info. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Ça nous permettra de prendre du recul sur cette émission-là ce soir. 3 numéros de The Shield suivis du concert de Buena Vista et sur les routes d'Ushuaia pour le programme de ce soir. Passez une excellente soirée sur ATG. On se retrouve dès demain. Allez, tout de suite le journal de TF1. Bonne soirée.